Il y a des gens qui pensent que l'argent peut tout acheter. Mais essaie donc d'acheter une étreinte un 25 décembre, pour voir. C'était la veille de Noël. Un froid a glacé les os. La ville brillait de guirlandes clignotantes, des sacs cadeaux balançaient dans les mains pressées, les gens riaient, les enfants au nez rouge couraient après la barbe à papa. Et là-haut, sur la colline, dans le manoir le plus illuminé du quartier, il y avait lui, Bernardo Monteiro, 73 ans, l'un des hommes les plus riches du pays et aussi le plus seul. Une autre petite portion de raisin sec, monsieur Bernardo ? Demanda la gouvernante, d'une voix presque compatissante. Il secoua simplement la tête, sans quitter des yeux la cheminée. Les flammes dansaient, mais son visage semblait figé dans le temps. Regard perdu, bouche sèche, un verre de vin à moitié plein, et tout au fond, un silence que même les cloches de l'église n'avaient pas réussi à briser. Écoute bien ça, la table était dressée pour une vingtaine de personnes. Jambon rôti, dinde, farofa de noix, pain perdu sucré. Mais il n'y avait personne pour partager le repas. Pas un petit-fils, pas un ami, même pas le vieux chien, parti depuis longtemps. Tu sais, quand l'âme d'une maison meurt avant son propriétaire, c'est ça. Ce manoir était un tombeau de souvenirs. Et cette nuit-là, même l'homme le plus craint du marché financier a pleuré. « Oh, tu me pardonnerais, Helena ?» murmura-t-il au portrait accroché au mur. Une femme magnifique, au regard triste et au large sourire. Morte depuis 20 ans, la seule personne qui ait connu l'homme derrière le nom. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que dans cette même rue, là, au bout du trottoir, devant le portail en fer forgé, une petite fille aux tresses de travers, au manteau déchiré et aux pieds nus, le regardait fixement. Et c'est là, mon ami, que le destin a fait son premier clin d'œil. Mais avant de te raconter ce que cette fille a dit, et pourquoi même le vieux millionnaire a dû ravaler ses larmes, laisse-moi te prévenir. Si tu aimes les bonnes histoires, celles qui serrent le cœur et ouvrent les yeux de l'âme, mets un petit « j'aime » là, et abonne-toi. Sinon tu vas rater le reste de ce récit qui, crois-moi, semble inventé, mais a été vécu. Le vent frappait comme une lame contre le portail en fer forgé. Et malgré ça, elle était là. Toute petite, pas plus de 7 ans, les joues rouges de froid, tenant une poupée en chiffon nouée d'un vieux ruban cadeau. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était son regard. Ce genre de regard qu'on ne voit que chez ceux qui ont vécu trop de choses, bien trop tôt. De l'autre côté, dans le manoir silencieux, Bernardo Monteiro n'avait aucune idée qu'on l'observait. Il fixait encore le portrait d'Helena comme s'il tentait de se rappeler le son d'un rire disparu à jamais. La gouvernante était déjà partie se coucher. Tous les employés avaient été congédiés. « Vous pouvez passer Noël avec vos familles », avait-il dit. Il ne savait pas que cette générosité cachait une honte, la honte de n'avoir personne pour partager ni le vin ni les fautes. Et c'est là, juste là qu'il l'a entendu. Toc, toc. 3 petits coups secs sur la vitre de la fenêtre. Il se retourna lentement. Il crut devenir fou. Mais il vit, dehors, debout, pieds nus, grelottant. La fillette faisait signe de la main. « Monsieur, vous pleurez ?» cria-t-elle, la bouche collée contre les barreaux. Bernardo fronça les sourcils. Il s'approcha de la porte lentement, ouvrit le verrou avec un cliquetis sec, comme on ouvre quelque chose resté fermé pendant des décennies. Et c'était peut-être le cas, à l'intérieur aussi. Il s'avança jusqu'au portail, colla son visage contre les grilles. « Qui es-tu, petite ?» Elle sourit. Un petit sourire d'enfant aux dents de lait tombées et à l'innocence tenace. « Je m'appelle Anna. J'habite là-bas, dans les petites maisons du fond. Je vous ai vu à la fenêtre. Je voulais savoir si vous aviez besoin d'un câlin. Voilà. Si tu crois qu'un millionnaire ne s'effondre jamais, c'est que tu n'as jamais vu quelqu'un fondre à cause d'un geste aussi simple. » Il bafouilla. Essaya de rire, puis redevint sérieux. Regarda autour de lui. « Tu ne devrais pas traîner seule comme ça, petite. Rentre chez toi tout de suite. Mais chez moi, y a personne. Ma maman est à l'hôpital. Et le monsieur qui s'occupe de moi est parti boire. » Bernardo sentit son estomac se nouer. Le silence se mit à hurler à nouveau. Et pour la première fois depuis des années, il ouvrit le portail. Anna entra prudemment, comme si elle mettait les pieds dans un lieu interdit.
Ses grands yeux balayaient ce jardin tout droit sorti d'un film, mais elle ne s'attarda pas sur les lumières, ni sur la taille de la maison. Elle dit juste une phrase qui le stoppa net sur l'escalier. « Vous avez une odeur de Noël triste. Et c'est ici que je te dis une chose, mon cher. Il y a des vérités qu'on entend pour la première fois dans la bouche d'un enfant. » Anna ne le savait pas, mais elle venait de toucher une plaie que Bernardo cachait sous son costume coûteux et son nom célèbre. Et cette plaie commença à saigner. La présence de la fillette transformait la pièce. Pas qu'elle parle beaucoup. Au contraire, Anna marchait doucement, comme si elle écoutait chaque grincement du parquet, observait chaque détail de la maison, comme si elle entrait dans un sanctuaire interdit. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Bernardo Montero, en costume épais et au visage fermé, observait tout avec un regard gêné. Il se sentait mis à nu, pas par le froid, ni par les vêtements, mais par ce regard d'enfant qui le traversait comme un couteau chaud dans du beurre. Un regard qui ne jugeait pas, mais comprenait. Anna s'assit sur le tapis du salon, sortit sa poupée en chiffon du manteau troué et commença à arranger son ruban. Elle s'appelle Rita. Elle a perdu un œil dans une inondation, mais elle voit encore mieux que beaucoup d'adultes, dit-elle, sérieuse. Bernardo laissa échapper un rire sans force. Il alla jusqu'au fauteuil en cuir où il lisait autrefois les rapports de la bourse. S'assit, observa la petite avec prudence. « Tu as dit que ta mère est à l'hôpital. »« Oui, elle a attrapé un mauvais courant d'air, » a dit la voisine. « Elle a eu de la fièvre, une mauvaise toux, et ça fait 2 jours qu'elle est là-bas. Mais ils disent que seuls les adultes peuvent en visiter. » Il se frotta le menton. Un instant, il pensa appeler quelqu'un, la police, résoudre ça avec de l'argent. Mais quelque chose le retint. Le silence fut interrompu quand Anna pointa du doigt le portrait sur l'étagère. Elle était belle. « C'est la dame dont vous parliez à la fenêtre ?» Bernardo se figea. Le portrait était ancien, dans un cadre doré, sous un verre épais. Il montrait une femme aux cheveux noirs, aux yeux d'un bleu étrange, presque violet, un sourire qui n'en était pas vraiment un. Elena Montero, la femme qui avait changé sa vie, et qui avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Oui, c'était ma femme. Elle est morte? Pas exactement. Voilà, cette réponse n'était jamais sortie aussi facilement de sa bouche. Pas exactement. Comme si sa mort était une virgule mal placée dans un paragraphe tragique. Anna se leva, alla jusqu'à l'étagère et, sans demander la permission, prit le cadre. Bernardo faillit crier, mais il resta muet. Elle retourna le cadre. Au dos, un papier jauni collé avec du scotch. Une inscription manuscrite. La nuit du piano, 1994. Souviens-toi de ce que tu as promis. Anna lut à haute voix, puis leva les yeux vers lui. Vous aviez promis quoi? Bernardo blêmit. Il se leva lentement, comme si le poids de la phrase venait de retomber sur ses épaules, 30 ans après. Il alla jusqu'au meuble, ouvrit un tiroir, à l'intérieur un trousseau de clés, et l'une d'elles était argentée, petite, la clé du grenier. Écoute bien, ce grenier n'avait pas été ouvert depuis des décennies. Même les employés ne savaient pas ce qu'il y avait là-dedans. On disait qu'un jour, il avait fait changer la serrure, puis n'était jamais remonté. Mais maintenant, avec cette fillette au regard perçant, Bernardo Montero faisait face à un passé qu'il prétendait avoir enterré. « Il vaut mieux que tu dormes. Demain, je t'emmène voir ta mère. J'ai pas sommeil, et vous tremblez. » Il hésita, regarda la clé dans sa main, regarda la porte du grenier au bout du couloir. Et là, mon ami, le passé commença à grincer. Le couloir semblait plus long que d'habitude, cette nuit-là. La clé argentée tremblait dans la main de Bernardo Montero, comme si elle savait qu'elle allait ouvrir plus qu'une simple porte. Elle allait libérer un passé que lui-même avait tenté d'enterrer à tout jamais. Anna, courageuse, marchait juste derrière lui. Petite, maigre, en manteau troué, mais avec une bravoure que même les adultes n'ont pas toujours. « Qu'est-ce qu'il y a là-haut » demanda-t-elle, tenant fermement sa poupée en chiffon, comme un bouclier contre les fantômes. Bernardo s'arrêta, avala difficilement sa salive. Des choses que le temps a oubliées. Il inséra la clé. Un déclic métallique résonna comme un tonnerre étouffé. La porte grinça, et une odeur de renfermé, mélangée à un parfum ancien, envahit le couloir. Le grenier était un monde à part,
Une poussière épaisse recouvrait tout. Des boîtes empilées, un vieux chevalet de peinture, une robe de mariée protégée sous un plastique jauni. Et au centre, un piano à queue noire. Recouvert d'un drap blanc, comme un défunt attendant sa veillée, Anna s'en approcha la première, elle toucha doucement le tissu. C'est ici qu'elle jouait? Bernardo acquiesça, debout sur le pas de la porte, tous les soirs, après le dîner. Elle disait que tant qu'il y avait de la musique, il y avait de l'espoir. Anna retira le drap. Le piano brilla faiblement dans la pénombre. Les touches étaient usées, certaines fissurées, mais encore là, vivantes, comme des blessures refusant de guérir. Bernardo marcha jusqu'à l'instrument, s'assit sur le banc avec un poids sur les épaules qui n'était pas que physique. « Elle m'a fait promettre quelque chose ici. » Anna leva les yeux, curieuse. « Quoi ?» Il inspira profondément. L'air du grenier semblait plus lourd que celui du reste de la maison. « Elle m'a fait promettre que si un jour je me perdais, je reviendrais ici, que la musique me rappellerait qui j'étais, ce que nous avions, ce que nous avons perdu. » Silence. Bernardo posa ses doigts sur les touches. La note qui sortit fut faible, râpeuse, comme si le piano lui-même avait vieilli avec lui. Mais alors, il joua, tremblant, maladroit, se trompant parfois, mais il joua. Et là, la musique revint, une mélodie triste, lente, la même qu'Helena jouait le jour où elle était partie. Anna resta immobile, les yeux brillants. Même elle ne savait pas pourquoi, mais cette musique faisait mal. Comme si elle racontait une histoire qu'elle connaissait, sans l'avoir vécue. Quand la dernière note s'éteignit, Bernardo baissa la tête. Ce soir-là, elle a tout découvert. Une trahison, pas physique, mais de l'âme. Anna ne comprit pas tout, mais ne dit rien. J'ai pris une décision dans son dos, un pari, un investissement qui touchait à sa fondation, à son nom. J'ai agi sans la prévenir, et elle l'a appris au dîner de Noël. Elle a joué cette mélodie une dernière fois, et le lendemain, elle avait disparu, sans laisser de mots, sans dire si elle me pardonnait. Anna s'approcha. « Et vous l'avez cherchée ? Jusqu'au bout du monde. J'ai engagé un détective, parlé à la police, à des banquiers, à des avocats, mais elle s'est volatilisée, comme si le monde l'avait avalée, et il ne restait que cette maison, ce piano et la promesse. » Anna regarda autour d'elle. Elle prit une enveloppe coincée entre les livres, sur l'étagère du grenier. Elle était scellée. Le nom d'Helena écrit dessus. Ça, c'était caché. Bernardo écarquilla les yeux. Il prit l'enveloppe d'une main tremblante, l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main, datée du lendemain de sa disparition. « Si tu lis ceci, c'est que la musique t'a ramené. Et si elle t'a ramené, alors peut-être qu'il y a encore une chance. » Bernardo sentit son cœur se serrer, comme si quelque chose de brisé en lui avait enfin le courage de demander de l'aide. Mais la lettre ne s'arrêtait pas là. Il y avait une adresse, une signature et un avertissement. « Ne me cherche pas si tu es le même homme, mais viens si tu es quelqu'un de nouveau. » Il regarda Anna. Elle est vivante? Anna haussa les épaules. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Dehors, le vent soufflait plus fort. Mais dans ce grenier, le temps semblait suspendu. L'homme que tout le monde croyait comblé tremblait maintenant devant la possibilité de retrouver ce qu'il avait le plus perdu. Mais qui était Helena aujourd'hui? Et pourquoi avait-elle choisi le silence pendant si longtemps? Et surtout, quel rôle Anna jouait-elle dans toute cette histoire? Car ce que Bernardo ne savait pas encore, c'est que le destin n'assemble jamais les morceaux au hasard. Le lendemain naquit gris, chargé d'une tristesse humide, typique des jours où une révélation se prépare. Bernardo Montero, après des décennies à se réveiller au son des alarmes de banque et des messages de courtiers, ouvrit les yeux sur le bruit d'une casserole qui heurte la plaque et l'odeur de pain brûlé. Il descendit les escaliers et trouva Anna debout sur un tabouret, essayant de faire frire un œuf sur une cuisinière qui n'avait jamais connu la pauvreté. « Bonjour, monsieur, qui sent Noël triste », lança-t-elle sans se retourner. Il laissa échapper un rire fatigué. « Tu te réveilles toujours comme ça, en prenant possession des cuisines? Seulement celles où il n'y a personne pour réveiller le propriétaire. » La sincérité d'Anna frappait plus fort que n'importe quel correctif boursier. La cuisine du manoir semblait avoir elle aussi ouvert les yeux avec eux.
Une lumière douce filtrait par la fenêtre. La vieille radio grésillait un vieux samba, et l'horloge murale battait lentement, comme pour accompagner ce moment suspendu. Bernardo s'assit à la table. « Voyons cette lettre de nouveau. » Il étala les papiers sur la nappe blanche. L'écriture d'Elena était encore élégante, mais on y sentait aussi une fermeté, celle de quelqu'un qui écrit avec une douleur contenue. Rue des Oliviers, numéro 87, Villa Santa Marta. Cette adresse semblait presque une provocation. La villa était un quartier de petites maisons modestes, loin des avenues chics qu'il avait l'habitude de fréquenter. C'était aussi le même quartier où la mère d'Anna était hospitalisée. Coïncidence? Anna le regarda en mâchant lentement. « Vous allez y aller ?» Bernardo prit une longue respiration. « J'y vais. » Mais avant cela, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il ouvrit l'armoire, choisit une chemise propre, sans étiquette, se rasa lentement comme s'il redécouvrait son reflet dans le miroir après des années, et il glissa dans la poche intérieure de sa veste la lettre. À l'arrière de la voiture noire, Anna regardait tout par la fenêtre. « Vous êtes nerveux. » Je ne sais pas si c'est de la nervosité ou la peur de voir dans ses yeux l'homme que j'ai été. Anna resta silencieuse, puis dit « Peut-être qu'elle veut juste voir qui vous êtes maintenant. » Ils arrivèrent à l'hôpital. Anna courut vers l'accueil pour demander des nouvelles de sa mère. Bernardo resta debout, observant l'endroit avec malaise. Ce n'était pas un hôpital pour riches, pas de luxe, ni d'hôtesse avec sourire calibré. Mais il y avait là une odeur de vérité et de combat. Anna entra dans la chambre 203. La femme allongée avait des cernes profondes, les cheveux en bataille, le visage marqué par la vie. Elle ouvrit les yeux lentement, sourit faiblement. « Ma fille ?» Bernardo resta à la porte silencieux. La femme le regarda. « C'est qui, lui, Anna ?» Et avant qu'Anna ne puisse répondre, Bernardo frissonna, parce que les yeux de cette femme étaient les mêmes que ceux d'Elena. Pas la couleur, mais le temps. Et alors, comme un murmure venu de loin, la femme dit « Je vous connais, pas vrai ?» Le monde s'arrêta. Le son de la machine à oxygène sembla plus fort. Anna regardait l'un puis l'autre, sans comprendre. Bernardo fit un pas. « Elena ?» La femme rit doucement, puis toussa, secoua la tête. « Non, monsieur, je m'appelle Clara. » Mais alors, elle sortit d'un tiroir une enveloppe, identique à celle qu'il avait. « Mais Madame Elena, c'est ma sœur. » Voilà, la vérité commençait à gratter l'intérieur. Elena était vivante, et pour une raison encore inconnue, elle avait laissé des traces. Mais si Clara était sa sœur, pourquoi personne n'en avait jamais parlé? Et pourquoi une lettre était chez Bernardo et l'autre chez Clara? Clara montra l'enveloppe. Elle m'a laissé ça l'année où elle a disparu. Elle a dit qu'un jour, quelqu'un viendrait le chercher, et que ce jour-là, ce serait le signe que l'heure était venue. Bernardo s'assit. Ses mains tremblaient en ouvrant la lettre. Et là, une nouvelle révélation. Si tu as trouvé Clara, tu es proche. Mais ne crois pas m'avoir assez bien caché. Il y a une petite fille aux yeux attentifs et à l'âme pure avec toi. Elle est le début de la fin, et la fin de ce que nous avons commencé. Anna resta figée. Bernardo relut encore et encore. Clara sourit, les yeux brillants de douleur. « Je crois que maintenant, vous comprenez pourquoi ma fille s'est retrouvée à votre porte. Parce que oui, Anna était la fille de Clara, et Clara était la sœur d'Elena. Mais l'histoire allait encore plus loin, beaucoup plus loin. Le couloir de l'hôpital semblait plus étroit qu'à l'arrivée. La lettre tremblait encore dans les mains de Bernardo, et même si son cœur battait à tout rompre, son regard restait rivé sur Anna, cet enfant qui était entré sans invitation dans sa maison et qui désormais vivait dans le passé qu'il croyait à jamais enterré. Dans la chambre 203, Clara replaçait son drap avec lenteur. Son visage fatigué trahissait plus que la maladie. Il révélait des années de silence, de poids caché, de vérité retenue. « Pourquoi personne ne m'a dit qu'Elena avait une sœur ?» demanda Bernardo, la voix tremblante et amère. Clara le fixa avec la sérénité de ceux qui ont déjà tout perdu. « Parce qu'elle l'a demandé, et parce que vous n'avez jamais posé la question. Vous aviez tout, sauf la curiosité de regarder au-delà de vous-même. » Il avala sa salive avec difficulté.
Elna, dans un coin de la pièce, regardait le sol, comme figée dans un film dont elle découvrait qu'elle était l'un des personnages. « Et cette lettre ?» demanda Bernardo en la brandissant. « Elle dit qu'Anna est la fin de ce que nous avons commencé. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Clara ferma les yeux, puis elle plongea son regard dans le sien, celui d'une femme qui a pleuré en silence trop longtemps. « Tu te souviens de la nuit du piano ?» Il acquiesça. « Mouk, elle t'a quitté cette nuit-là, mais pas seulement par colère, par nécessité. » Silence. Clara poursuivit. Elena était enceinte. Bernardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son corps se glaça, sa bouche s'assécha. L'air manqua. Elle... Quoi? Ce que vous avez entendu. Vous alliez être père. Et elle a découvert, la même semaine, qu'on voulait la faire taire. Des gens puissants, liés à sa fondation. Des gens qui ne voulaient pas qu'elle dévoile ce qu'elle avait appris. Bernardo s'appuya contre la chaise. Des dénonciations? Oui. Des détournements. Des œuvres caritatives trafiquées. Des ventes aux enchères truquées. Elena croyait aider des enfants. Mais son nom servait à blanchir des millions. Il ferma les yeux. Des souvenirs revinrent, comme des vagues lourdes, des réunions discrètes, des signatures données sans lire, des amis influents au ton doucereux. Clara reprit. Elle voulait en parler, mais tu étais déjà empêtré jusqu'au cou. Et elle ne voulait pas que son enfant grandisse dans cet environnement. Anna le regardait maintenant, forte, silencieuse. Alors elle a fui, elle a changé d'identité, elle est partie avec l'enfant? Clara secoua la tête. Non, elle a perdu le bébé. Bernardo cligna des yeux, abasourdi. Mais elle a perdu sa fille, et elle en a gagné une autre, la mienne. J'étais incapable de l'élever à ce moment-là. Elle l'a fait, comme si c'était la sienne. Clara soupira. Mais après quelques années, Elena est tombée malade, et elle est partie, cette fois sans lettre, sans piano, sans retour. Silence, seul le souffle des machines, et le vent dehors. Anna alors parla, pour la première fois depuis la révélation. « Alors, elle m'a choisi. » Clara sourit, les yeux brillants. « Elle m'a sauvé, et elle t'a sauvé, toi aussi. » Tandis que le monde détruisait son nom, elle voulait juste qu'une enfant se sente aimée. Bernardo, les yeux mouillés, fixait Anna comme s'il la voyait pour la première fois. « Et pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu apparue à ma fenêtre ?» Anna haussa les épaules. « Je sais pas, un vent, un appel, peut-être la musique, ou peut-être parce que vous deviez encore tenir votre promesse. » Il reprit la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que la musique t'a ramené. » C'était donc ça, le piano, la promesse, le rendez-vous. Mais une pièce manquait encore au puzzle. « Mais Elena ?» demanda-t-il. « Elle est vivante. » Clara prit une grande inspiration. « Peut-être, peut-être pas. Mais si elle l'est, elle saura que vous avez changé, parce que la musique a rejoué. » Et là, dans cette chambre d'hôpital, l'homme le plus craint du monde des affaires craqua pour de bon. Pas par faillite, mais par rédemption. Cette nuit-là, Bernardo Monteiro ne retourna pas seul au manoir. Elna, emmitouflée dans une couverture achetée dans une pharmacie de quartier, s'endormit sur la banquette arrière. Elle dormait comme quelqu'un qui pouvait enfin se reposer, non pas par confort, mais parce qu'elle avait trouvé sa place. Et lui, il conduisait lentement, la ville défilant par la fenêtre comme un vieux film qu'il n'avait jamais voulu regarder. Noël, lumière, chansons joyeuses. Mais en lui, c'était comme si, pour la première fois, le mot « fête » faisait sens. Arrivé au manoir, la première chose qu'il fit fut d'ouvrir la porte de la bibliothèque, ce lieu où il avait entassé victoire, chiffres, contrats et solitude. Il prit un cadre sur l'étagère, une photo de lui et d'Elena, riant dans un jardin de fleurs violettes. Au dos, une phrase écrite à la main. « Promets que si un jour tu oublies d'aimer, tu reviendras ici. » Il sourit, d'un sourire tordu, douloureux, mais vrai. Il prit Anna dans ses bras, montant les escaliers comme on porte l'espoir. Il la coucha dans la chambre d'amis, la borda délicatement. Avant de sortir, il entendit sa voix ensommeillée. « Tonton Bernardo, tu es vraiment mon tonton. » Il s'arrêta. « Je suis ce que tu veux que je sois, Anna. Mais si tu veux, je peux être le premier adulte qui ne partira pas. »
Elle sourit et s'endormit. Le lendemain matin, Bernardo se leva tôt, mit un vieux manteau, prit les clés de la voiture et se dirigea vers un quartier oublié de la ville, là où les ruelles ont plus d'histoire que les grandes avenues. Il entra dans une papeterie poussiéreuse, acheta un carnet, couverture rigide, page douce. Sur la première page, il écrivit au stylo noir « Pour Anna », le journal de ce qu'on ne t'a jamais raconté. Il rentra à la maison et se mit à écrire. Chapitre après chapitre, il raconta tout. La nuit du piano, la trahison, la fuite d'Elena, les années de culpabilité, la lettre oubliée, la musique qui l'a ramené. Il écrivait comme on saigne, comme on guérit. Et dans le dernier chapitre, il écrivit « Je ne sais pas s'il est encore temps de recommencer, mais s'il l'est, que ce soit notre premier vrai Noël. » Quand Anna se réveilla, elle trouva le journal sur la table du petit déjeuner. À côté, une boîte simple. À l'intérieur, une photo récente. Lui et elle dans la cuisine en train de rire, prise par la gouvernante ce matin-là. Et une petite lettre pour que tu n'oublies jamais que ce vieux monsieur à la fenêtre fait maintenant partie de ton histoire. Anna sourit, mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, la sonnette retentit. Bernardo alla ouvrir la porte. Et là, sur le seuil, un simple enveloppe, sans expéditeur, sans timbre. À l'intérieur, une feuille, une seule phrase. Il y a encore de la musique, et je l'ai entendue d'ici. L'écriture, c'était la sienne, Elena. Le vieux tomba à genoux, car il comprit que ce n'était pas la fin, c'était le début. L'enveloppe était toujours sur la table, mais son parfum n'était pas celui d'un papier ordinaire. C'était une légère senteur de lavande, celle qu'Elena portait quand elle dansait pieds nus dans les couloirs de leur vieille maison. Bernardo Montero tenait cette feuille comme si elle était en verre. Ses mains tremblaient. Non pas de froid, mais de peur, la peur d'y croire. Il y a encore de la musique, et je l'ai entendue d'ici. C'était bien son écriture. Aucune erreur possible. Les courbes de sa calligraphie, le R tiré, le H signé d'un trait descendant puis remontant, comme une signature qui refuse de mourir. Anna, de l'autre côté de la table, le regardait les yeux écarquillés. « C'est elle, hein ?» Bernardo acquiesça. « Oui. Alors elle est vivante ?» Il ne répondit pas. Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il avait peur d'espérer. Pour rien, il valait mieux douter que mourir à nouveau. Mais alors, il remarqua un détail. La feuille était pliée en 3, comme pour dissimuler quelque chose de plus. À l'intérieur du pli, un numéro griffonné au crayon, 3313 FAC. Anna plissa les yeux. « C'est quoi ça ?» Bernardo savait, mais il ne voulait pas croire que cela existait encore. « C'est un disque. Un vinyle ?» Oui, Elena collectionnait les vinyles. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait caché quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, seulement entendre. Anna sauta de sa chaise. « Alors, allons chercher. » Et tous deux montèrent directement au grenier. Cette fois, sans peur. L'odeur était la même. Moisi ancien, parfum oublié, bois craquant comme des os fatigués. Bernardo fouilla les boîtes, déchira des cartons, souleva des draps. Et là, il la trouva. Une boîte en bois, gravée. FAC. Fragment d'amour caché. À l'intérieur, 10 vinyles. Mais un seul portait le numéro griffonné. 3313. Ils le posèrent sur le vieux tourne-disque. Le son crépita, puis une douce mélodie de piano s'éleva. Bernardo ferma les yeux. C'est elle. La musique suivit, lente, triste, comme si elle portait en elle chaque larme jamais versée. Et soudain, une voix. Si tu entends cela, c'est que tu as renoncé à ton orgueil. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as compris que l'amour n'est ni contrat, ni profit, ni pouvoir. C'est abandon, et c'est perte, et c'est pardon. Bernardo tomba à genoux. La voix d'Elena remplissait toute la maison. Je ne suis pas parti par colère. Je suis parti parce que je devais sauver ce qu'il restait de moi. Et peut-être te sauver toi aussi. Anna pleurait en silence, la poupée de chiffon serrée dans les bras. Si cette musique joue encore, c'est que tu m'aimes toujours. Et si tu m'aimes encore, retrouve-moi. Là où habite le silence, là où tout a commencé. Silence. Bernardo essuya ses larmes, inspira profondément. Là où tout a commencé,
Il savait. La maison d'enfance, le quartier où elle a grandi, le jardin où elle a joué du piano pour la première fois. Anna leva les yeux. Elle a dit autre chose. Bernardo sortit la pochette du vinyle. Au dos, une vieille photo. Elena enfant, jouant du piano dans la cour d'une petite maison. Et au verso, écrit à la main, rue du Figuier, 199, Parada das Rosas. Bernardo regarda Anna. On va y aller. Si elle est vivante, c'est là qu'elle sera. Et si elle n'y est pas, il prit la main de la fillette. La musique a déjà joué. Le reste, on l'affrontera ensemble. La route jusqu'à Parada das Rosas était longue, étroite et couverte de poussière. Bernardo conduisait la fenêtre entr'ouverte, laissant le vent froid lui gifler le visage, comme s'il voulait sentir sur la peau tout ce qu'il avait évité pendant des décennies. Anna était assise à côté de lui, sa poupée sur les genoux, les yeux perdus dans les arbres secs qui défilaient comme des souvenirs effacés. « Tonton Bernardo, oui, tu crois qu'elle sera vraiment là ?» Il inspira profondément. « Je crois que c'est la musique qui nous a guidés jusqu'ici. Et la musique ne ment pas. » Parada das Rosas n'était plus le quartier qu'il se rappelait. Les rues avaient l'asphalte fissuré, les murs étaient couverts de graffitis, et une certaine mélancolie semblait couler le long des trottoirs. Mais il y avait une beauté cachée là, comme si la douleur avait été brodée de force et de fleurs. Ils arrivèrent à la rue du Figuier. La maison numéro 199 était bien là. Petite, avec une barrière basse, la peinture écaillée et un vieux figuier desséché dans le jardin. Bernardo descendit le premier. Anna le suivit en silence. Il frappa à la grille. Rien. Il frappa de nouveau. Puis, une fenêtre s'ouvrit. Une femme âgée apparut. Des yeux profonds, les cheveux gris rassemblés en chignon, le visage plissé comme du parchemin ancien, mais une présence inébranlable. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu as mis du temps. » Voilà. Bernardo resta figé. « Elena ?» Elle hocha la tête. Pas d'émotion, pas de larmes, juste la constatation crue du temps. « Tu sais encore écouter ?» Il avala sa salive, difficilement. « Si c'est toi qui joues, oui. » Elle ouvrit la grille. Le temps sembla s'arrêter. À l'intérieur, le jardin gardait encore les traces de son enfance. Un banc cassé, le vieux piano, maintenant couvert d'une bâche noire, et des pots de fleurs fanées qui, malgré tout, tenaient encore debout. Anna entra doucement, regardant tout avec respect. Elena posa son regard sur elle. « C'est toi, la petite de la lettre. » Anna hocha la tête. « Et toi, t'es la dame de la musique. » Elena sourit. Pour la première fois, Bernardo s'approcha, hésitant. « Je suis venu, pas pour moi, pour elle. » Il désigna Anna. « Elle m'a montré qui j'étais, quand moi-même, je l'avais oublié. » Elena marcha jusqu'au piano, retira la bâche, révéla l'instrument marqué par le temps, mais toujours debout. Elle s'assit, joua une note. « Si tu te souviens encore de notre musique, joue avec moi. » Bernardo s'approcha, s'assit à ses côtés. Ses mains tremblaient. Mais quand les doigts touchèrent les touches, la vieille mélodie revint, d'abord hésitante, puis fluide. Anna s'assit par terre, émerveillée. Elena jouait avec force, Bernardo avec repentir, et les notes se rejoignaient au centre, comme deux rivières venues de loin, mais qui finissent par se fondre. Quand la dernière note résonna, Elena le regarda. « Tu n'as pas tout perdu, Bernardo. Tu avais juste oublié d'où tu venais et qui tu étais. Mais la musique, elle t'a toujours attendu. » Il pleura, sans honte, sans défense. Et pour la première fois, Elena essuya ses larmes, de cette main qui autrefois ne savait que s'éloigner. « Tu me pardonnes ?» murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa main sur la sienne. « Recommençons, mais bien cette fois, avec elle. » Ils regardèrent Anna, la petite souris, et là, dans cette maison oubliée par la ville, mais gravée dans la mémoire, une nouvelle famille naquit, pas par le sang, mais par la rédemption. Mais que dira le monde extérieur en apprenant que le puissant Bernardo Monteiro est désormais le gardien d'un passé caché? Et surtout, que fera-t-il de ce qu'il lui reste? Fortune, influence, pouvoir, maintenant qu'il sait ce qui compte vraiment? On dit que pour reconstruire une maison, il faut d'abord dégager les gravats. Et pour reconstruire une vie, c'est pareil.
Après les retrouvailles, Bernardo ne retourna pas tout de suite à son manoir. Il resta dans cette petite maison aux murs écaillés, mais à l'âme intacte, avec Elena, avec Anna et avec le silence. Un silence qui, pour la première fois, ne faisait plus mal. Le deuxième jour, il se leva avant le lever du soleil, prépara du café, réchauffa du lait, et pour la première fois depuis 30 ans, posa 2 tasses sur la table, avant même de penser à son téléphone. Elena entra, pieds nus, les cheveux en bataille, mais le regard apaisé. Elle s'assit. « Dame, tu aimes encore le silence ?» Bernardo sourit. « J'ai compris que le silence ne fait mal que quand on a peur d'écouter. » Elle acquiesça doucement. Dans le salon, Anna dessinait. Sur la feuille, 3 silhouettes. Un homme grand en costume, une femme en robe violette et une petite fille à tresses. En dessous, écrit au crayon rouge, « Ma nouvelle famille ». Bernardo contemplait ce dessin comme on lit un testament. « Tu joues encore à l'hôpital ?» demanda-t-il à Elena. Elle acquiesça. 2 fois par semaine, à l'unité de soins palliatifs. C'est là que la musique sert encore à quelque chose. Il inspira profondément. « Je veux aider, mais pas avec de l'argent, avec ma présence. » Elena leva les sourcils, surprise. Il poursuivit. « Je veux ouvrir une maison, un lieu, pour des filles comme Anna, pour les enfants que le monde a laissés de côté, une fondation. Mais cette fois, la bonne. » Elle ne répondit pas immédiatement. Puis dit, « Ce sera difficile. Je le sais. Tu vas devoir faire face à de grands noms, à des gens qui se souviennent encore de ce que tu as fait. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Être rappelé non pour ce que j'ai gagné, mais pour ce que j'ai réparé. » Elena sourit. Et pour la première fois, elle dit, « Je te pardonne, Bernardo. » Il ferma les yeux et laissa une larme tomber, sans précipitation. Dehors, Anna appela. « Venez voir, tonton, c'est à la télé !» Ils allèrent au salon. Le journal parlait de l'ancienne fondation Monteiro. Des accusations anciennes refaisèrent surface. Des enquêtes autrefois classées étaient réexaminées. Et soudain, à l'écran, l'image de Bernardo plus jeune, froid, calculateur. Elena le fixa. « Tu vas fuir ? » ?»« Non, je vais ouvrir les portes, montrer ce qui s'est passé, et reconstruire, sur la vérité. » Anna leva la main. « Je peux aider, je peux faire une affiche ou parler aux enfants de l'école. » Ils éclatèrent de rire. Elena, regardant par la fenêtre, dit « Commençons par ici. Cette maison, c'est là où tout a commencé. Maintenant, ce sera l'endroit où tout recommence. » Et ainsi naquit la maison de la musique et de l'étreinte. Les mois suivants, la maisonnette devint un chantier vivant. Mais pas un chantier de ciment, un chantier d'âme. Les murs furent repeints, le piano restauré, les pots du jardin fleurirent à nouveau. La maison ouvrait ses portes chaque mardi et jeudi. Atelier d'art, contes, cercle de parole. Et bien sûr, cours de piano. Anna devint la petite monitrice, Bernardo, le conteur, Elena, la chef d'orchestre de l'affection. Les journalistes commencèrent à venir. Ils voulaient comprendre pourquoi l'ancien magnate du marché servait maintenant de la soupe à des enfants des rues. Et ils répondaient « Parce que trop de profits m'ont fait oublier que le plus grand investissement, c'est ce qu'on laisse dans le cœur des autres. » Mais le monde des puissants n'oublie pas si facilement. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un commençait à bouger ses pions, parce que le nom Monteiro valait encore bien trop pour être laissé dans les mains d'un homme qui avait décidé de devenir humain. L'inauguration de la Maison de la Musique et de l'Étreinte eut lieu un samedi après-midi. Des enfants couraient partout, il y avait des bougies sur le gâteau, un vieux samba passait sur la radio à pile. Bernardo n'avait jamais vu autant de vie tenir dans un si petit jardin. Elena s'occupait des pots de fleurs. Anna montrait fièrement la fresque de l'entrée, un dessin fait par elle-même représentant Tonton Bay et Tati Lena à ses côtés. Mais alors que le présent souriait, le passé observait. Le lundi matin, une enveloppe arriva, officielle, épaisse, lourde, signée par des avocats au nom triple. Un procès, la réouverture de l'enquête sur les détournements de la Fondation Monteiro, et pire encore, demande de blocage des biens, gel des comptes et interdiction d'impliquer Bernardo dans toute nouvelle initiative publique. Elena tenait les papiers d'une main ferme. Bernardo, non, il s'effondra sur la chaise de la cuisine.
Ils veulent me faire taire. » Elle acquiesça. Le monde a du mal à pardonner ceux qui changent. Ils pensent que c'est une comédie ou une menace. Anna entra en courant. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils cachèrent les papiers. Sourire. Rien que l'on ne puisse affronter ensemble, dit Elena. Mais Bernardo savait. Ce n'était pas une affaire d'argent. C'était une guerre de noms, de pouvoir. De vieux alliés se retournaient contre lui. Des gens qui avaient grandi grâce à l'ancien système le voyaient maintenant comme un traître. Et laver son nom n'allait pas être facile. Car sur le papier, il était complice. Même si, dans le cœur, il n'était plus le même homme. Ce soir-là, Bernardo retourna dans son ancien manoir. Il s'assit dans son bureau, ouvrit le coffre-fort, sortit une vieille chemise noire, remplie des anciens documents de la fondation, rapports, noms, reçus, signatures, y compris la sienne. Et là, il comprit. Il savait, peut-être pas tout, mais assez, et il avait choisi le silence. Le remords lui donna la nausée. Mais il avait désormais un choix, fuir à nouveau, ou dire toute la vérité. Le lendemain, il appela un journaliste, un ancien ennemi, mais intègre. « Je veux tout raconter, chaque détail. Je ne protégerai personne, pas même moi. » Le journaliste leva un sourcil. « Pourquoi maintenant ?» Bernardo regarda dehors. Anna jouait avec d'autres enfants devant la maison de la musique. Elle riait, avec l'innocence qu'il avait un jour perdue. « Parce que maintenant, je sais ce qui mérite d'être sauvé. » La semaine suivante, la une du journal titrait « Un ancien magnate dévoile un vaste système de corruption, millions blanchis, ventes truquées et manipulations politiques. » La ville fut secouée. Elena resta figée en lisant. « Tu es sûr de ce que tu fais? Pour la première fois de ma vie, oui. » Mais les conséquences ne tardèrent pas. Blocage immédiat de ses comptes, convocation à une audience, accusations multiples. La maison de la musique faillit fermer, mais alors quelque chose d'inattendu arriva. Des enfants, des mères, des voisins, des professeurs affluèrent vers la maison. Ils firent une collecte, donnèrent des jouets, du temps, de la nourriture, et accrochèrent des pancartes sur les murs. Ne détruisez pas ce que la ville a mis des années à construire. Cet homme a fauté, mais cette maison est la nôtre. Ici, on guérit ce que le monde a brisé. Le jour de l'audience, Bernardo entra tête haute. Il confessa, nomma les responsables, reconnut ses fautes, et termina ainsi. Je me suis caché derrière ma fortune. Aujourd'hui, je me présente en tant qu'homme. Ce que j'ai fait n'a pas d'excuse, mais ce que j'ai construit après, peut-être a-t-il un sens. Le juge le fixa longuement. La sentence serait rendue plus tard. Mais une chose était sûre, toute la ville voyait maintenant que même une pierre de chute peut devenir une fondation. Et pourtant, loin de là, quelqu'un observait tout. Depuis l'intérieur d'une voiture sombre, un anneau doré au doigt, un sourire froid aux lèvres, parce que pour chaque homme qui se repent, il y en a un autre qui préfère que le monde reste tel qu'il est. Et cet homme était prêt à tout faire tomber. La sentence devait tomber dans 15 jours. 15 jours de tension, d'attente, d'incertitude. 15 jours où chaque matin semblait plus incertain que le précédent. Mais la vie ne ralentit pas pour attendre la justice. Et la maison de la musique non plus. Anna organisait les jouets avec l'attitude d'une directrice d'ONG. Elena donnait ses cours de piano avec le même éclat qu'autrefois, quand elle jouait pour personne, juste pour survivre. Et Bernardo, eh bien, il nettoyait le sol, oui. L'homme qui signait autrefois des contrats à 7 chiffres balayait désormais les feuilles mortes, lavait les toilettes et servait la soupe aux enfants. Non pas comme punition, mais comme réparation. « Monsieur Bernardo, la dame du kiosque a donné des livres !» cria Anna, radieuse. « Dis-lui que je passe demain la remercier !» répondit-il. Elle hocha la tête, sourire aux lèvres. Mais ce matin-là, le climat changea. Une nouvelle enveloppe arriva. Sans expéditeur. À l'intérieur, une photo. Elena entrant à l'hôpital. Bernardo tenant la main d'Anna. Clara, toujours hospitalisée. Et au dos, une phrase écrite en majuscule. « Des gens comme toi ne changent pas. Ils apprennent juste à mieux faire semblant. » Bernardo sentit son estomac se nouer. Il reconnaissait ce poison. C'était quelqu'un du passé.
Quelqu'un qui avait tout perdu depuis sa confession. Mais qui? Le soir même, en revenant de l'hôpital, Bernardo vit la voiture noire, garinée de l'autre côté de la rue, phares éteints, moteur silencieux. Le lendemain matin, la maison de la musique fut retrouvée en désordre. Des jouets dispersés, des papiers retournés, rien de volé, rien de cassé, mais tout déplacé. Un message clair. Elena voulut appeler la police. Bernardo l'en empêcha. Ils veulent que je m'énerve, que je redescende à leur niveau. Mais je ne joue plus selon leurs règles. Et si c'était dangereux? Ils sont en colère, parce que pour la première fois, ils ont perdu le contrôle. Il alla jusqu'à la bibliothèque, sortit une vieille boîte de l'armoire, des documents, des preuves, tout ce qui n'avait pas encore été dit. Je vais livrer ça au procureur, et s'ils me font tomber, ils tomberont avec moi. Le jour même, il donna une interview. Il parla de tout, des dates, des noms, des montants, et termina par cette phrase: « Je ne fais pas ça pour redorer mon image. Je fais ça parce qu'aucun enfant ne mérite de payer pour les erreurs des adultes. » Ce fut la une nationale. Certains applaudissaient, d'autres hurlaient, et bien sûr, il y eut des représailles. Clara, sur le point d'être libérée de l'hôpital, vit son dossier disparaître. Le bail de la maison de la musique fut suspendu, soi-disant pour une erreur de cadastre, et un faux dossier sur Elena circula, affirmant qu'elle était au courant des fraudes depuis le début. Bernardo s'écroula. Assis dans la cuisine, en pleine nuit, la tête entre les mains, il murmura: « Peut-être qu'on devrait tout arrêter, fermer les portes, demander pardon, et disparaître. » Anna entra, s'assit au sol. « Si tu abandonnes, tu vas apprendre à tout le monde que dire la vérité ne vaut pas la peine. » Il la regarda. « Tu n'as pas peur? » « Si. Mais le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est continuer, en la gardant dans sa poche. » Il sourit, le visage encore humide. « Tu ressembles à elle. À Elena? Non, tu ressembles à toi-même. Et ça change le monde. » Le lendemain matin, toute la ville se réveilla avec des affiches collées sur les murs. La maison de la musique est au peuple, et on ne détruit pas ce qui est fait de vérité. Les enfants organisèrent une marche sur la place, les voisins offrirent des paniers, la chorale de l'école chanta aux grilles de la fondation, et quand les journalistes demandèrent à Anna si elle comprenait ce qui se passait, elle répondit: « Je vois un homme qui a appris à être père, et une ville qui a appris à écouter. » Mais ailleurs, dans un bureau de marbre et de verre, un homme d'affaires jeta ses papiers au sol. Soit il s'arrête, soit je le détruis. Son assistant, mal à l'aise, lui demanda: « Et c'est qui cet homme ?» L'autre répondit sans détour: « Monteiro, Raphaël Monteiro, son frère cadet. Mais il a tout révélé, il a exposé tout le monde, justement. Et maintenant, il va payer pour avoir exposé son propre sang. » Voilà, l'ennemi avait un visage, et ce visage portait le même nom. Le nom résonnait encore dans la tête de Bernardo. Raphaël Monteiro, son propre frère, son sang, celui qu'il avait protégé durant tant d'années, celui à qui il avait donné une place dans la fondation, un siège dans le conseil, et même une maison au bord du lac. Et maintenant, c'était lui, l'homme derrière les menaces, les photos, les sabotages. Elena, debout dans le salon, fixait l'écran de télévision figé sur l'image de Raphaël entrant dans un immeuble luxueux. « Tu aurais dû le savoir, Bernardo. » Il s'assit, le regard vide. « Je savais qu'il était ambitieux, mais je n'ai jamais cru qu'il serait prêt à m'anéantir. » Anna, silencieuse, tenait sa poupée dans les bras. « Pourquoi il fait ça ?» Elena répondit à sa place. « Parce que dans ce monde, celui qui dit la vérité devient un danger. Et Raphaël n'a pas peur de mentir. Il a peur qu'on l'écoute. » Dans les jours suivants, les attaques se multiplièrent. Des journalistes furent soudoyés, de faux témoignages apparurent, et un audit anonyme déclara que la maison de la musique n'était pas conforme aux normes de sécurité. Une fermeture administrative fut prononcée, mais cette fois, la réponse fut immédiate. Des dizaines d'enfants se rassemblèrent devant la maison, main dans la main, formant une chaîne humaine. Elena sortit un haut-parleur, et au lieu d'un discours, elle joua du piano, et les enfants chantèrent une chanson simple, des paroles d'espoir, une mélodie douce, mais ferme. Les caméras filmèrent, les réseaux explosèrent,
des hashtags viraux. Sauver la maison de la musique, Bernardo est devenu un homme, Raphaël Montero, la vérité va sortir. Raphaël, furieux, convoqua une conférence de presse. Là, devant les caméras, il déclara « Mon frère a toujours été instable, il cherche la pitié, mais moi, je cherche la justice. Je protège ce nom. Montero mérite d'être associé à la force, pas à la faiblesse. » Bernardo regarda tout cela en silence, puis il se leva. Et pour la première fois, il appela Clara. Elle répondit, fatiguée mais vive. « C'est l'heure, Bernardo ?»« Oui. Tu veux que je parle ? Je veux que tu dises ce que tu as vu, ce que tu sais. » Clara, silencieuse un instant, répondit, « Alors je parlerai. Je ne me tairai plus, pas cette fois. » 2 jours plus tard, une nouvelle audience fut convoquée. Clara entra en fauteuil roulant, micro branché. Elle raconta tout, les réunions secrètes, les pressions de Raphaël, les montants déplacés, les menaces contre Elena, les documents qu'elle-même avait gardés au cas où. Et quand le juge lui demanda pourquoi elle avait gardé le silence si longtemps, elle répondit « Parce que j'avais peur de perdre ma fille. Et aujourd'hui, je réalise que le silence m'a presque fait perdre bien plus. » L'audience devint virale. Raphaël fut convoqué à son tour, mais au lieu de comparaître, il disparut. Sa maison, vide, son bureau, fermé, son téléphone, éteint. Bernardo savait ce que cela signifiait. Le dernier coup allait arriver. Et il arriva une nuit, froide, sans lune. La maison de la musique fut incendiée. Les pompiers intervinrent vite. Personne ne fut blessé. Mais l'intérieur était détruit. Les murs couverts de suie, le piano fondu, les livres brûlés. Bernardo arriva en courant, Anna dans les bras. Il tomba à genoux. Elena, elle, ne pleura pas. Elle marcha jusqu'au seuil calciné, s'agenouilla et posa une main sur le sol noirci. Il ne sait pas, il croit avoir détruit la musique. Mais la musique, elle renaît toujours. Le lendemain matin, les enfants revinrent. Pas pour jouer, mais pour aider. Ils ramassèrent les cendres, peignirent des pancartes et accrochèrent une grande banderole. Même brûlée, cette maison reste la nôtre. Et Bernardo, regardant ce qui restait, murmura « Je reconstruirai, encore, même 1000 fois, s'il le faut. » Parce qu'il avait compris. Ce n'était plus une question de pardon, c'était une question de choix. Et lui, désormais, choisissait l'amour, peu importe le prix. Le feu avait emporté les murs, mais pas le souffle. Ce que Raphaël ne comprenait pas, c'est qu'une maison peut brûler, mais une idée, jamais. Et dans le cœur de chaque enfant qui avait franchi les grilles de la maison de la musique, il y avait une promesse silencieuse. On ne laisse pas tomber ceux qui nous ont tendu la main. Les jours suivants furent les plus durs. Bernardo et Elena dormirent sur des matelas dans la salle paroissiale d'un voisin. Anna partageait sa couverture avec 2 autres enfants du quartier, devenus sa petite bande. Et pourtant, jamais ils n'avaient été aussi unis. Puis arriva la veille de Noël. La ville, comme chaque année, brillait de lumières artificielles, de vitrines colorées, de chants réchauffés par les haut-parleurs. Mais dans le quartier où la maison de la musique avait vécu, tout semblait éteint, jusqu'à ce qu'un piano apparaisse. Oui, un piano, pas un à queue, pas neuf. Un vieux piano droit, trouvé dans une école fermée, offert par un professeur anonyme. Les enfants l'installèrent au milieu du terrain noirci, là où se trouvait l'ancienne salle. Ils le décorèrent avec des guirlandes en papier et l'attendirent. Lorsque Bernardo arriva, il resta figé. Elena l'attendait, debout à côté du piano, un manteau trop grand sur les épaules, les cheveux dans le vent. « Tu sais encore jouer ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Ils s'assirent ensemble et jouèrent. La mélodie, lente, fragile, mais vraie. Les enfants s'assirent en cercle. Anna monta sur une petite caisse et lut un poème qu'elle avait écrit. « Même si tout s'effondre, on bâtira avec le souffle. Même si le ciel pleure, on dansera dans la boue. Parce que l'amour n'a pas besoin de toi pour exister. » Les larmes coulèrent, les bras se serrèrent. Puis, une voiture arriva, noire, sobre, et de celle-ci descendit un homme en costume clair, avec un sac en main. Bernardo le reconnut. Le procureur du ministère public. Il s'avança, solennel. « Monsieur Monteiro,
Nous avons analysé les preuves. Clara a été entendue. Les enregistrements sont clairs. Et votre frère est désormais recherché. Silence. Il poursuivit. Votre responsabilité dans les crimes passés a été confirmée. Mais votre coopération, vos réparations et votre confession publique nous permettent aujourd'hui de considérer votre peine comme purgée. À une condition. Bernardo releva les yeux. Laquelle? Que cette maison soit reconstruite. Et qu'elle ne ferme jamais. Les enfants applaudirent. Elena sourit. Anna courut jusqu'à lui, les bras grands ouverts. Et pour la première fois, Bernardo pleura sans douleur. Des larmes. De recommencement. 3 mois plus tard, une nouvelle plaque fut posée à l'entrée d'un bâtiment modeste, construit par des dons, des bénévoles et des rêves recollés. Maison de la musique et de l'étreinte, fondée sur la vérité, reconstruite par l'amour. Et juste à côté, une petite affiche écrite à la main « Ici, même les millionnaires peuvent apprendre à aimer ».